C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui 7 enjeux, Iran, États-Unis. Dans 48 heures, la paix ou les bombes. Nous vous parlerons de la flotte de l'ombre iranienne. Dans un instant, image d'un assaut américain sur un pétrolier iranien. Parce que oui, le blocus américain du détroit d'Ormuz a mis en évidence la flotte fantôme iranienne. Un navire serait passé cette nuit dans le détroit, une vingtaine d'autres sont passés avant lui. Nous vous montrerons comment les navires iraniens changent leur identité, masquent leur destination ou encore leur cargaison. Et si c'est la guerre totale qui nous attend d'ici quelques heures ou quelques jours, le cessez-le-feu de 15 jours a-t-il profité à Téhéran? Téhéran qui dit avoir renforcé ses lanceurs de missiles et de drones à un rythme plus soutenu qu'avant le conflit. Alors quelles évolutions pour l'Iran, pour les États-Unis en termes de reconstruction d'arsenal en 2 semaines? L'Iran qui a encore bien des secrets. Le régime menace d'abattre de nouvelles cartes militaires. Alors quelles cartes? Quelles sont ces frappes envisagées? Le général Trinquant me rejoindra au tableau, entre guillemets, pour nous apporter son analyse. Merci à vous, Général. Nous vous ferons vivre ce qu'il faut savoir sur le terrain depuis les États-Unis, depuis l'Iran, depuis Doha. Mais d'abord, donc, Iran, États-Unis, dans 48 heures, la paix ou les bombes. Écoutez, regardez. Je ne sais pas si je prolongerai le cessez-le-feu. Peut-être pas. Peut-être que je ne le prolongerai pas. Mais le blocus restera en place. Nous devrons recommencer à larguer des bombes. Il est possible que nos négociations n'aboutissent véritablement à rien et qu'il nous soit nécessaire de mener de nouveau des actions de guerre. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau le Gérard Longuet. Vous êtes ancien ministre de la Défense. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Merci à vous. De me donner cette occasion. Eh bien, écoutez, nous en sommes ravis. Général Dominique Trinquant, donc tout le monde l'aura compris, vous êtes là. Merci beaucoup, ancien chef de la mission militaire de l'ONU. Vous êtes auteur du livre D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Brigitte Hadès, également d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, vous êtes chef du bureau britannique de politique internationale. Sébastien Abyss, soyez le bienvenu également. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, directeur du club Déméter, et vous êtes également auteur de Géopolitique de la mer. Autant dire que ça va nous être utile dans les prochaines minutes. Et merci également à Gwendoline de Bono d'être avec nous. Vous êtes grand reporter TF1 LCI. Et donc d'abord, flotte de l'ombre. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz, dit Donald Trump. Mais les Américains ont-ils effectivement le dessus dans le rapport de force maritime? Ils communiquent ces toutes dernières heures sur ces images spectaculaires. Images d'un assaut américain sur un pétrolier fantôme dans l'océan Indien. Je dis bien dans l'océan Indien, donc dans les eaux internationales. Les forces américaines ici à l'abordage du Tiffany, un navire sans nationalité, sous sanction. Peut-être, Général, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous commenter ces images, nous expliquer ce qui, selon vous, s'est passé? Alors, eh bien, c'est un bateau qui a dû être interrogé, qui n'a pas répondu ou qui a mal répondu à l'interrogation. On est dans les eaux internationales, on applique le droit de la mer. La France l'a fait au large de Saint-Nazaire, l'a fait au large de Gibraltar, de la même façon. Dans ce cas-là, on envoie des équipes d'inspection. Alors moi, je suis fasciné par les différences de taille. Quand vous voyez sur le pont de ce pétrolier, les soldats, ça paraît tout petit, le bateau est absolument gigantesque. Et donc, on va inspecter, on va regarder les papiers du bateau, et s'il y a infraction, le bateau à ce moment-là est détourné pour aller dans un port et être poursuivi légalement. Je rappelle que le bateau qui avait suivi le même processus au large de Saint-Nazaire, le capitaine a été condamné à 1 an de prison, 150 000 € d'amende, et pour l'armateur, ça coûte très très cher. Donc voilà, les Américains sont en train d'appliquer ces règles. Pour l'instant, on l'avait fait dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, là, dans le conflit qui oppose les États-Unis à l'Iran. Gérard Longuet, vous connaissez parfaitement la phrase que je vais prononcer. Il y a faire savoir. Donc là, on fait et puis on fait savoir à l'Iran et au monde. Mais l'analyse du message du ministre, de l'ancien ministre de la Défense que vous êtes? C'est la démonstration de la capacité, en effet, des États-Unis de bloquer, ce que l'on savait d'ailleurs, mais on en a maintenant la certitude, de bloquer le Golfe Persique, qui n'avait jamais été bloqué, y compris pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran. Donc on a une carte nouvelle, et une carte qui, vous l'avez souligné, ne s'applique pas simplement sur la partie la plus étroite, mais s'applique également sur l'océan Indien. On a cette partie des océans qui sont absolument stratégiques pour l'Asie,
et l'Asie du Sud-Est en particulier, pour ses approvisionnements en énergie, et qui est un secteur tout aussi stratégique pour l'Europe, pour l'activité économique européenne, puisque la plupart des porte-containers passent ensuite par le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge, et évidemment le canal de Suez. Faire savoir ou savoir-faire, non, on a une vraie force américaine. Ça n'exclut pas des tentatives de passer. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été réussies. Alors je me tourne vers vous, l'auteur de Géopolitique de la mer. Même question, le message envoyé, et on le comprend pas forcément seulement à l'Iran, au-delà de ça, puisque l'Asie est apparue dans votre propos. Est-ce qu'il est réussi ce message? Est-ce que le message c'est « nous sommes en maîtrise » et que ce soit clair pour tout le monde? Oui, alors il y a peut-être une nuance par rapport à ce qui s'est passé au large des côtes françaises, c'est que là on est dans l'océan Indien et très loin des États-Unis. Alors certes, les États-Unis ont quelques bases dans l'océan Indien, mais on est dans les eaux internationales et le message états-unien à travers cette opération, d'abord il fallait quand même quelques bâtiments militaires pas trop loin pour pouvoir aller sur site, arraisonner ou en tout cas bloquer ce pétrolier-là et aller dessus. Donc il y a un concours de circonstances logistiques aussi qu'il faut pas sous-estimer, mais il y a un message états-unien qui est un peu ambigu, puisque d'un côté on joue sur le côté commerce international, déclaration de ces transports, si vous répondez pas évidemment c'est suspect, et en même temps le droit de la mer, donc liberté de navigation, et en même temps les États-Unis font aujourd'hui un blocus à Hormuz. C'est-à-dire qu'à Hormuz aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, la Lloyds à Londres qui gère l'assurance maritime parle désormais de double blocus. Il y a le blocus des Iraniens à Hormuz, mais il y a aussi un blocus états-unien en miroir depuis quelques jours à Hormuz, et tout ça se fait dans des règles juridiques et de droit international un peu acrobatiques. Donc on voit bien que les États-Unis envoient un message un peu un message brouillé, c'est-à-dire d'un côté ce qui s'est passé cet après-midi est intéressant à observer, un peu comme ça a été fait avec la flotte fantôme russe, mais l'océan c'est très grand, donc le nombre de bateaux fantômes qui aujourd'hui transbordent illégalement parfois en mer et font du passage de pétrole entre navires la nuit dans un océan immense, en fait on ne voit qu'une infime partie de ce commerce fantôme ou illicite. Alors justement, ça dépend. On reste sur ce sujet, on continue de tirer ce fil, mais cette situation, ce blocus, je vous le disais en introduction, a bel et bien révélé cette flotte de l'ombre, cette flotte fantôme iranienne. Le blocus fonctionne-t-il vraiment? Des informations ont émergé ces dernières heures pour dire que des vaisseaux iraniens s'étaient bel et bien faufilés dans les eaux territoriales iraniennes dans la nuit, et notamment par la mer d'Arabie. Un pétrolier iranien, Sidi City, a été relayé. Des vaisseaux iraniens passeraient. On va plus loin avec Gwendoline de Bono. Gwendoline de Bono, je vous ramène avec moi. Des vaisseaux iraniens passeraient. Bon, ça c'est une chose, et tout le monde n'a pas la même version de la situation. En revanche, on apprend qu'au moins 26 navires de cette flotte fantôme iranienne ont contourné le blocus américain depuis son instauration la semaine dernière. Oui, alors en fait, ce sont les analystes de Lloyd's List, qui est une société de données maritime, qui disent non, nous on a regardé, on a vérifié, il y a 26 navires qui sont passés. Les États-Unis disent toujours que non. Mais voilà ce que disent Lloyd's List, qu'il y a 26 navires qui sont passés, dont 10 les premières 48 heures. Et en fait, ils basent leur analyse sur quoi? Sur les cartes maritimes, où ils observent en fait des comportements inhabituels de navires. Sur les cartes, par exemple, vous voyez des navires qui disparaissent, puis qui apparaissent. Pourquoi? Parce que selon Lloyd's List, encore une fois, ces navires, ils utilisent des subterfuges pour contourner le blocus américain. Mais donc on peut être invisible dans le détroit. Comment font-ils pour tromper cette vigilance qu'on imagine impressionnante américaine? Alors, ce qu'expliquent les analyses de Lloyd's List, c'est qu'il y a plusieurs tactiques. La première, c'est couper leur AIS. L'AIS, c'est quoi? C'est le transpondeur. En vertu du droit maritime international, si vous voulez, la plupart des grands navires commerciaux, ils doivent être équipés de ce transpondeur qui va transmettre leur nom, leur position, leur itinéraire, et puis d'autres informations qui va permettre de les identifier. Alors certains navires peuvent couper ce transpondeur, par exemple, pour éviter la piraterie, notamment dans la mer Rouge, mais la plupart du temps, il s'agit de dissimuler des activités répréhensibles, pêche illégale, trafic et commerce de biens sous sanction. Ensuite, il y a une autre approche que certains navires, encore selon Lloyd's List, adoptent, c'est de rester visible,
mais sous une fausse identité. Ça s'appelle le spoofing. Et puis autre solution, tout simplement modifier la géolocalisation à l'image du Rich Starry qui est sanctionné par le Trésor américain pour transport de produits iraniens. Et la semaine dernière, le navire a diffusé des signaux indiquant qu'il rôdait, qu'il était au large des Émirats arabes unis. Mais selon les analystes de Lloyd's List, ce navire a falsifié son signal pendant plus de 10 jours et a pu charger du pétrole en Iran. Merci beaucoup, Gwendoline de Bono. Alors, Gérard Longuet, les Iraniens ont-ils le contrôle de la situation? Ils le revendiquent, ils disent avoir repris le strict contrôle du détroit d'Ormuz. Mais en effet, ils ont le dessus dans le domaine maritime, tout du moins, ce qui est un levier important, surtout à quelques heures maintenant du début des discussions à Islamabad. Bon, je ne suis pas au cœur du dispositif, mais la probabilité la plus forte, c'est que les Iraniens bluffent, parce que les moyens de détection sont absolument sans limite, et beaucoup plus précis que les messages de la Lloyd's, qui est certes une maison sérieuse et centenaire, mais qui est vis-à-vis des techniques modernes utilisées, notamment satellitaires, par les forces armées en présence, et certainement les États-Unis d'abord, capables d'identifier tout et tout le temps. J'ai presque envie de dire qu'une porte qui claque sur le pont d'un pétrolier, ça s'identifie. Brigitte Hadès. Moi, je partage complètement l'analyse de M. Longuet. C'est complètement, c'est une opération. N'oublions pas qu'il y a de la propagande. Alors, je ne sais pas quelles sont les indications, mais ça me paraît beaucoup plus logique que les Américains soient et la teneur du blocus. Et d'ailleurs, moi, je pense que quand je les vois à raisonner des bateaux aussi, des pétroliers fantômes, d'abord, ils ont le droit parce qu'ils sont sous sanction. Les Iraniens ne sont pas censés exporter leur pétrole. Et deuxièmement, il est très important de voir oui ou non. Et deuxièmement, le plus important pour moi, c'est qu'ils sont là pour bloquer l'économie iranienne. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire céder ce régime, c'est en le bloquant. Et ils ont vraiment le seul moyen, leur seule cartouche, c'est vraiment ce blocus qui fonctionne et ils ont très très peu de réserves en pétrole, en grains, en pétrochimie. Pas de pétrole raffiné, ils vont pas pouvoir durer longtemps dans ces conditions. Et c'est vraiment le plus important. Je me permets, quand je lève le doigt, c'est que je dois prendre la direction du terrain et je ne veux pas faire attendre surtout Siavash Ghazi qui nous attend depuis Téhéran. Merci beaucoup Siavash Ghazi d'être avec nous une nouvelle fois. Vous êtes correspondant RFI et France 24, vous êtes dans une rue de Téhéran, Siavash Ghazi. Alors on a vu hier ce bateau iranien qui a été arraisonné, on vient d'évoquer ce nouveau navire iranien dans l'océan Indien. Faut-il imaginer dans les toutes prochaines heures, même peut-être, la riposte iranienne ? Alors, selon les médias iraniens, en fait, ce pétrolier qui a été contrôlé, en tout cas, parce qu'on ne parle pas pour l'instant d'arraisonnement, est un pétrolier donc avec un drapeau du Botswana. On ne sait pas s'il était chargé de pétrole iranien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médias iraniens affirment que depuis donc le blocus qui a été imposé par les Américains contre les ports iraniens, quelques 25 pétroliers iraniens ont réussi à traverser donc ce blocus sans être interceptés ou contrôlés par la marine américaine. On sait également, selon les derniers chiffres qui ont été publiés par les organisations internationales, les exportations pétrolières iraniennes n'ont jamais été aussi élevé que ce mois d'avril. Donc l'Iran bat ses records et on sait que le prix du pétrole est très élevé. Donc ce qui permet à l'Iran d'avoir des rentrées pétrolières très importantes, beaucoup plus importantes qu'avant la guerre. Donc cela ne pose pas de problème et que le contrôle, ce blocus que les navires américains essayent d'imposer contre les ports iraniens n'est pas à 100%, puisqu'il y a de nombreux navires qui peuvent passer à travers ce blocus et donc exporter du pétrole iranien ou ramener des marchandises, différents produits vers l'Iran. Donc pour Téhéran, cela ne pose pas un grand problème. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction côté iranien sur ce nouveau contrôle de ce pétrolier dans l'océan Indien. En revanche, l'Iran reste ferme en affirmant que si jamais ce blocus se poursuit, eh bien, l'Iran n'enverra pas de délégation pour négocier avec les Américains. Il faudrait au préalable que les Américains
donc enlèvent ou suspendent leur blocus contre les ports iraniens. Et puis, il y a une menace qui a été lancée par un conseiller de la délégation iranienne, un conseiller important qui a affirmé que donc les ressortissants des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Koweït, du Qatar et d'Arabie saoudite, mais aussi donc les personnels de différents navires qui sont stationnés dans les ports de ces pays doivent quitter immédiatement ces régions parce que l'Iran, en cas de guerre, va frapper toutes ces cibles sans retenue, tout en bloquant le détroit d'Ormuz, mais aussi en intervenant à travers les alliés Houthis du Yémen pour bloquer également le détroit de Bab el-Mandeb. Merci infiniment. Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI. Et je le disais, depuis les rues de Téhéran, où il est toujours assez surprenant pour nous de découvrir la vie très dense qui se poursuit derrière vous pour un pays en guerre. Parfois, cela peut surprendre et c'est intéressant de regarder également ce qui se passe autour de vous, Siavash Ghazi. Je voudrais qu'on revoie la carte, elle est là. Elle est là, justement, cette carte de Marine Traffic qui montre en temps réel le trafic dans ce détroit d'Ormuz. On peut être invisible dans le détroit d'Ormuz, à coups de ruse et de stratagèmes, comme nous l'a expliqué Gwendoline de Bono. Après tout, on parle d'un pays qui est sous sanction depuis longtemps et qui est habitué à devoir les contourner. Oui, ça d'abord, l'Iran ne découvre pas l'adversité à sortir du pétrole de ses frontières ou à commercer de manière illégale à travers le golfe Persique. Je rappelle toujours que le trafic illicite dans cette petite piscine maritime est intense. Entre Dubaï et l'Iran, on échange beaucoup de choses et qui ne passent pas par le commerce international, les douanes et les déclarations officielles. Est-ce qu'on peut repérer tous les bateaux ? Sans doute que sur le plan militaire, oui. Après, est-ce qu'on peut arrêter tous les bateaux, aller dessus, les bloquer ? C'est autre chose, parce que ça fait quand même maintenant 6-7 semaines qu'il y a un balai logistique un peu incertain dans cette zone. Il y a des bateaux qui font des tours dans l'eau en rond. Il y a des bateaux qui essayent de passer. Il y a des bateaux qu'on autorise à passer. Il y a des bateaux qui font du spoofing, etc. Donc c'est quand même un peu compliqué. Et on voit bien que les États-Unis, pour l'instant, n'ont pas fait non plus un blocus total, y compris avec une attaque directe auprès des bateaux qui tentaient de passer. On n'est pas encore rentré dans la surenchère totale sur le plan militaire. Il n'y a pas une bataille navale dans Hormuz aujourd'hui. Donc on pourrait entendre qu'il reste une marge. C'est une étape que pourraient franchir les Américains et potentiellement assez rapidement si tout ça bloque à Islamabad ? Oui, sauf que peut-être les Américains, malgré les apparences, se préoccupent un peu des réactions internationales. Et qu'un pétrolier tiré brutalement, on le voit bien d'ailleurs, il y a eu une interception hier d'un bateau qui était un porte-conteneur et pas un pétrolier. Et en fait, les Américains ont tiré très intelligemment avec une munition qui a percé la coque, mais qui a explosé à l'intérieur pour détruire le moteur. Et donc, ce qui a empêché le bateau de continuer. Je voudrais juste faire 2 remarques. D'abord, sur un petit point de droit international, qui est quand même pas annexe, c'est que les embargos américains ne sont pas légaux. C'est pas un embargo international. Et que donc, quand les Américains arrêtent des bateaux, ils les a, comme le pétrolier dont on parlait, c'est pas parce qu'il y a un embargo américain, c'est parce qu'il applique le droit international, qui est que le bateau avait un mauvais pavillon, etc., etc. Et donc, on applique ça. D'où la remarque du correspondant à Téhéran qui dit, pour l'instant, c'est une inspection. C'est pas, on va voir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour contrôler, c'est un terrien qui va vous le dire, pour contrôler la mer, rien de tel que d'être sur terre. Et les détroits, en fait, Hormuz, la mer Noire ou la mer Baltique, pourquoi ils sont contrôlés ? Parce qu'ils ont des points de passage, ou la Méditerranée par Gibraltar, ils ont des points de passage extrêmement étroits et qui permettent de faciliter la surveillance. Il n'y a pas de brouillard dans lequel les bateaux disparaissent maintenant, ça n'existe plus ça. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, on voit la carte du détroit d'Ormuz, c'est que les Iraniens qui contrôlaient effectivement, puisque c'est eux qui tenaient la face nord, enfin la terre, ils disaient il faut passer le long de la côte, de façon à bien contrôler. Et pourtant, il y a 2 bateaux de tourisme, celle-là, donc des bateaux énormes, qui sont passés par le sud, donc juste au large d'Oman et des Émirats arabes unis, et qui sont passés par une zone dans laquelle les Iraniens avaient dit n'y allez pas, c'est miné. Alors que tout le monde sait que ça n'est pas miné, parce que si c'était miné, il n'y aurait aucun bateau qui passerait. Et donc c'est intéressant de voir la perméabilité qu'il y a eu quand même dans ce détroit. Et la part de bluff. Voilà. Et la part de bluff. Gwendoline de Bono, et après on prend la direction de la Maison-Blanche. Non, une chose aussi, c'est que les Iraniens sont quand même très gênés par ce blocus américain. Et d'ailleurs, là, sur les négociations, ils insistent, avant de dire on va à Islamabad, sur une seule chose,
OK, vous levez le blocus que vous avez mis un peu plus loin en réalité que le détroit d'Ormuz, parce que ça pose un vrai problème. Par ailleurs, ça a un coût économique, 435 millions d'euros par jour pour les Iraniens, et ça c'est la première fois depuis le début de la guerre, parce qu'effectivement ils ont continué à sortir leur pétrole pendant le début de la guerre, mais ce qui va se passer, c'est qu'ils continuent à extraire du pétrole. Donc à un moment donné, s'ils ne peuvent pas le sortir, ils vont être bloqués, ils vont devoir arrêter l'extraction, et ça c'est un coût économique encore plus grand. Alors je le promettais, pardonnez-moi, là c'est le moment où je lève le doigt parce qu'on repart cette fois maintenant en direction Washington pour vous retrouver, Mathieu Karman. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de la Maison-Blanche, où on me dit que le président américain est bel et bien à quelques mètres de vous. Mathieu Karman, et oui, puisque j'ai appris à détecter le Marines, on va se moquer de moi encore une fois parce que j'aime bien le souligner, mais voilà, c'est ma petite passion à moi, chacun fait ce qu'il peut. Alors Mathieu Karman, Donald Trump, il accuse l'Iran, ça s'est tombé ces toutes dernières heures, d'avoir violé le cessez-le-feu, et ce à de nombreuses reprises. Mais dans le même temps, il y a eu cette petite information Reuters disant que Donald Trump pourrait personnellement tenter de participer aux discussions à Islamabad, participation qui pourrait être en personne ou à distance. Je le dis dans un sourire, mais peut-on imaginer Donald Trump sauter dans un avion ou se mettre en visio pour partager les discussions d'Islamabad ? En tout cas, Amélie, c'est la petite musique que laisse entendre Donald Trump ces dernières heures. Effectivement, vous l'avez dit, Reuters cite le président américain. Si un accord est signé à Islamabad, je pourrais y aller, dit Donald Trump. Ils me veulent, dit-il. Et hier, il s'est entretenu avec une journaliste américaine du New York Post. Et il va encore plus loin. Écoutez bien, Donald Trump dit « Je n'ai aucun problème à rencontrer des hauts dirigeants iraniens. S'ils veulent me rencontrer, c'est possible, mais seulement si les pourparlers de paix avance. » Alors on sent bien que Donald Trump veut peser dans ces négociations, montrer qu'il est bel et bien présent, que c'est lui qui dirige ces négociations, même s'il est ici à Washington. Il veut que tout cela avance, et tout à l'heure il a donné une longue interview à la matinale de CNBC pendant près d'une demi-heure, et Donald Trump explique bien que les États-Unis ont d'ores et déjà gagné cette guerre. Je m'attends à bombarder l'Iran. Je pense que c'est la meilleure attitude à adopter, dit Donald Trump. Il met donc une nouvelle fois en garde le régime iranien. Nous sommes prêts à y aller, notre armée est prête et nous sommes beaucoup plus puissants qu'avant le cessez-le-feu, dit Donald Trump. Alors vous le voyez, Donald Trump met une nouvelle fois en garde l'Iran, même s'il précise bien que le régime iranien n'a aucune autre possibilité, aucune autre option que d'accepter cet accord proposé par les États-Unis. Mais toujours est-il, Amélie, et j'en terminerai par là, que pour qu'il y ait un accord entre les États-Unis et les Iraniens, il faut qu'il y ait des négociations. Il est 11h08 précisément ici à Washington, et J.D. Vance, le vice-président américain qui doit mener ces négociations du côté d'Islamabad, n'a toujours pas décollé pour le Pakistan. Il y a environ 16 heures de vol pour rejoindre Islamabad. À cela, vous ajoutez le décalage horaire de 9 heures en positif par rapport à Washington. Alors on est loin, très loin de voir ces négociations débuter du côté d'Islamabad, et on est loin de voir Donald Trump se rendre au Pakistan dans les prochaines heures. Mais heureusement, on peut compter sur vous pour continuer de suivre tout cela, et notamment si les uns et les autres se décident à monter dans cet avion direction le Pakistan. Merci beaucoup à vous, Mathieu Karman, sur place. Alors, dans un instant, vous allez voir, effectivement, Donald Trump dit « je suis prêt à bombarder », mais on va se demander si le cessez-le-feu n'a pas plutôt profité à Téhéran en termes de reconstitution des forces. D'abord, Gérard Longuet, j'ai quand même cette question. L'Iran et Trump montrent les muscles. C'est le jeu classique, oserais-je dire. Bon, mais qui a la main ? Qui fixe le tempo ? Je lisais dans Axios que la Maison-Blanche a passé toute la journée de lundi à attendre un signal de Téhéran. Qui a le dessus à quelques heures de... Manifestement, les États-Unis ont une souplesse d'action, et notamment pour reconstituer leur stock, que n'a pas l'Iran. L'Iran n'est pas isolé, l'Iran n'est pas seul. L'Iran, peut-être à travers la mer Caspienne, peut avoir un soutien russe, peut-être à travers peut avoir un soutien chinois. Le plus vraisemblable, c'est que les États-Unis, qui avaient des faiblesses en stock d'armes de certains types, anti-aériens ou de longue portée, peuvent redresser cette défaillance plus facilement que les Iraniens. Cela étant, le simple fait pour l'Iran de tenir un jour de plus, c'est une victoire. Parce que la force américaine est forte, est incontestable, mais on attendait qu'elle soit décisive. Or, elle est incontestable, mais elle n'est pas décisive, et chaque jour gagné est une forme de victoire pour le combat iranien.
Alors je vous le disais, je vous le rappelle, l'enjeu de ce grand dossier, c'est de savoir si dans 48 heures c'est la paix ou les bombes. Rien n'est jamais si simple, bien évidemment, mais si ce sont les bombes, alors que Donald Trump dit « je m'attends à bombarder », et si le cessez-le-feu de 15 jours avait profité à Téhéran. Téhéran dit avoir renforcé ses lanceurs de missiles et de drones à un rythme plus soutenu qu'avant le conflit. Quelles sont les évolutions pour l'Iran, pour les États-Unis en termes de reconstitution d'arsenal? Alors là, c'est le général Trinquant que j'invite avec moi, donc je le disais au tableau, général. Général, Téhéran dit avoir renforcé ses lanceurs de missiles et de drones, je le disais, à un rythme plus soutenu qu'avant le conflit. Je me permets de donner à nos téléspectateurs quelques chiffres, les chiffres dont nous disposons. Sur la force de frappe iranienne, ça donne ceci à ce stade et c'est signé le New York Times. Les responsables du renseignement militaire américain estiment que l'Iran conserve encore 40% de son arsenal d'avant-guerre de drones d'attaque à longue portée. Autre élément, 60% de ses lanceurs de missiles balistiques et de croisières et plus de 100 systèmes qui avaient été enterrés dans les grottes et des bunkers en raison des frappes américaines, mais qu'ils ont réussi, les Iraniens, à récupérer. Alors, une fois que j'ai posé tout ça sur la table, général, selon vous, le cessez-le-feu de 15 jours aurait-il profité à Téhéran ? Alors, naturellement, un cessez-le-feu profite toujours, d'abord parce qu'on ne consomme plus de munitions pendant le cessez-le-feu, tout bêtement. Donc, on peut augmenter les stocks, et dans le cas iranien, de deux façons. Par la fabrication ou par en sortant des éléments qui ont été cachés. Il faut rappeler que le système de commandement iranien a été préparé pour être une mosaïque, donc totalement décentralisé. Et donc, il y a des endroits où il y a des stocks d'armement qui ont été cachés, et ça permet maintenant de pouvoir les remettre en œuvre. L'Iran, en fait, sa stratégie asymétrique, c'est quoi? C'est pas de frapper avec 1 millier de missiles dans la journée, c'est de frapper 1 millier de jours avec 2 missiles. Vous voyez, c'est ça sa stratégie. Parce que là, ça épuise les nerfs, bien sûr de ceux qui sont frappés, Israël, les pays du Golfe, mais aussi les États-Unis. Et donc, je pense que profitant du cessez-le-feu, ils ont ressorti des matériels de droite et de gauche. Pour les missiles, je ne pense pas qu'ils aient pu tellement en fabriquer. En revanche, les drones, si. Parce qu'il y a des usines souterraines, certaines ont été frappées, d'autres pas frappées. Et ça, c'est beaucoup plus facile à fabriquer et ils peuvent en sortir des centaines. Alors, encore une fois, Général, Téhéran dit avoir renforcé ses lanceurs de missiles, ses drones. C'est ce qu'a assuré un homme, cet homme, il s'appelle Majid Moussavi. Il est commandant de la force aérospéciale des gardiens de la Révolution. Et sa déclaration, elle a été diffusée en même temps qu'une vidéo qui le montre en train d'inspecter ces fameuses installations de missiles souterraines que l'on vient de spécifier. Là encore, j'insiste, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Est-ce vraiment révélateur de la force iranienne? Ou appelez-vous quand même à une certaine prudence? Non, une certaine prudence quand même. Il y a beaucoup de propagande aussi dedans. Vous le disiez tout à l'heure, on est dans une partie de bras de fer. Oui. Donc dans le bras de fer, il faut se montrer fort. Alors pour l'instant, personne ne tire, donc ce sont les images. On a vu des images américaines tout à l'heure, on voit des images iraniennes maintenant, qui montrent la capacité de chacun des antagonistes d'être puissants au moment de la négociation pour faire plier l'autre et l'amener à la négociation. Côté États-Unis, maintenant, regardons de l'autre côté, Donald Trump dit que les États-Unis, ça c'est ce qu'il a dit il y a quelques heures seulement, sont surarmés, ils sont chargés de munitions. Je lisais, et là je cite le Washington Post, que les États-Unis ont tiré 850 missiles Tomahawk uniquement sur les 4 premières semaines de conflit. Après 40 jours de guerre, les États-Unis ne disposeraient plus que de un peu plus de 400 bombes guidées à longue portée selon certaines sources et d'environ 3000 missiles Tomahawk qui sont essentiels dans leur campagne actuellement au Moyen-Orient. Qu'en est-il, selon vous, des forces américaines à l'issue des derniers jours? Et les Américains vont-ils pouvoir tenir longtemps? Alors, que les États-Unis soient surarmés, personne n'en doute. Deux choses. La première chose, c'est que les États-Unis ne se préoccupent pas que de l'Iran. Et donc, quand on dit 850 Tomahawk, c'est un quart à peu près du nombre de Tomahawk disponibles. Il en reste 3/4. Mais oui, mais il y a d'autres théâtres d'opération, en particulier l'Asie vers la Chine, ne pas trop. Et ça, c'était les militaires qui avaient prévenu le président Trump. Attention, on risque de manquer s'il y arrive quelque chose ailleurs. Deuxième point, on n'est plus dans la même phase. Les Tomahawks ont été beaucoup utilisés au début. Pourquoi? Parce que les avions américains n'étaient pas dans un ciel dénué de défense antiaérienne. Oui. Maintenant, c'est le cas. Alors, vous me direz, il y a eu un F-15 qui a été abattu, probablement par un missile portable. Donc, c'est parce que les avions descendaient beaucoup plus bas, parce qu'il n'y avait plus de défense antiaérienne. Et donc là, dans les frappes
Et d'ailleurs, les Américains l'avaient bien dit. Dans les frappes, dans la deuxième phase, enfin au bout de 5 semaines, ils peuvent se permettre d'utiliser de l'armement moins sophistiqué qu'ils ont en beaucoup plus grand nombre parce que leurs avions volent à plus basse altitude. Merci beaucoup, Général Trinquant. Et je le disais, Donald Trump assure que les États-Unis sont donc surarmés, chargés de munitions et qu'il s'attend à bombarder. On va le réécouter. Il s'est adressé à nos confrères américains de CNBC, pardonnez-moi. Regardez, écoutez. Eh bien, je m'attends à bombarder, parce que je pense que c'est la meilleure attitude à adopter. Nous sommes prêts à passer à l'action. Je veux dire, l'armée a hâte de se lancer. Selon vous, Gérard Longuet, Donald Trump, il a les moyens de dire dans quelques heures, si ça coince à Islamabad, fin de l'histoire, j'ai les moyens dans la région de passer en guerre totale, j'accélère, ou l'OTAN continue de profiter à l'Iran? Les États-Unis ont des forces industrielles, technologiques, militaires incontestables. Il y a quand même une grande différence avec l'Iran, c'est que l'opinion publique, les États-Unis restent une démocratie où l'information est transparente et où l'opinion publique est évaluée chaque jour. Et cette évaluation n'est pas favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à la politique conduite par Donald Trump en Iran. Donc il y a une faiblesse qui n'est pas de même nature, mais qui est peut-être plus grave. Pardonnez-moi, Brigitte Hadès, allez-y. Oui, non, mais c'est exactement vrai, mais en même temps, je pense que le temps, c'est compliqué. Il faut savoir lequel a le plus intérêt à gagner du temps. C'est vrai que les Iraniens ont vraiment intérêt à gagner du temps. C'est parce que, en fait, finalement, eux, s'ils pouvaient rester jusqu'aux 1000 jours et jusqu'aux midterms, les démocrates passeraient. Et alors là, ils auraient beaucoup plus de difficultés et d'accepteraient beaucoup moins cette guerre. Et ce serait vraiment, pour eux, jackpot. Donc c'est un peu ça qu'on voit, c'est qu'ils espèrent. Alors c'est pour ça que quand je vois qu'ils veulent aller négocier, même s'ils négocient, ils vont gagner du temps, ça va servir à rien du tout. Et c'est vraiment une réalité. Et l'Iran, en fait, finalement, a aussi un pouvoir de recréer une espèce de vitesse de croisière. Ils recréent leurs Shahed et leurs drones. Et donc, c'est quand même un pouvoir de nuisance gigantesque, en fait. Finalement. Oui, 3 choses. L'Iran, comme la Russie, en fait, c'est des pays autoritaires, donc ils peuvent tenir même en s'appauvrissant économiquement. En tout cas, en appauvrissant leur population, ça va sans dire, et en consacrant plus de moyens économiques à leur sécurité et au matériel de défense. Donc évidemment, de ce point de vue, ce qui se passe en démocratie versus ces systèmes autoritaires peut pas être comparé par rapport à ces questions de temporalité dans ces guerres d'usure et comment on doit les appréhender. Deux choses quand même dans ce dossier depuis toujours. La variable israélienne dans l'attitude de Donald Trump, en tout cas son dialogue ou pas encore permanent avec Netanyahou pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire autour du dossier iranien. Ça a quand même été un déterminant majeur ces derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un décrochage et finalement une distanciation qui se crée entre Donald Trump et Netanyahou sur la suite à donner à ce conflit? En tout cas, depuis ce processus d'un cessez-le-feu symbolique, on voit qu'il y a peut-être un peu de distance quand même entre les deux qui s'est installée. Est-ce qu'elle va se reconstituer, cette proximité? Puis troisième point d'agenda, bien entendu, c'est cette rencontre que Trump doit avoir avec Xi Jinping, qui a été reportée une première fois, qui est prévue mi-mai, et avec un Trump qui avait dit « je ne vais pas en Chine si ce conflit en Iran n'est pas terminé ». S'il reporte à nouveau son déplacement en Chine, vous posez la question du grand gagnant de ce conflit ou de ce cessez-le-feu. Pour l'instant, le grand gagnant... tout confondu, tout point confondu, c'est évidemment la Chine. C'est la Chine. Intéressant. Je pense que ça vaut un grand dossier en soi. D'ailleurs, la position de la Chine. J'ai une question bonus, ceci dit, quand Donald Trump dit « je m'attends à bombarder », s'il devait bombarder, que pourrait-il bombarder d'autres, de différents, de plus, Gwendoline de Bono? Il l'a dit, il a dit que ce serait les centrales électriques, ça c'est sûr, les infrastructures énergétiques. Il a reparlé encore une fois des ponts. Bon voilà, ça c'est ce qu'il dit. Après, il pourrait aussi avoir d'autres options. Mais ce qui est certain, c'est que il y a quand même beaucoup de problèmes avec cette négociation au Pakistan, et puis on verra si elle a lieu. Mais c'est que je crois que l'administration américaine ne va pas transiger sur les 440 kilos d'uranium hautement enrichi à 60%, ça c'est assez clair. De la même manière qu'ils ne transigeront pas sur l'arrêt de l'enrichissement, au moins pour un certain temps. Et on voit mal comment le régime iranien, qui est aujourd'hui le courant très dur des gardiens,
valident ou pas ce qui se passe, on les voit mal renoncer à ceux qui... Ils ont lié leur survie politique au programme nucléaire militaire qui, je le rappelle, a commencé le départ en 1984. Donc le régime a lié sa survie politique à ce programme nucléaire militaire et on voit mal comment il abandonnerait ça aux Américains à Islamabad dans quelques jours. Donc là, ma question, c'était de savoir ce que les Américains pourraient frapper. Dans un instant, le général Trinquant va nous montrer ce que les Iraniens pourraient frapper parce qu'ils ont annoncé avoir de nouvelles cartes à mettre sur la table dans les prochaines heures. D'abord, direction Islamabad, où devrait se tenir dans les prochaines heures, mais on l'a compris, la délégation américaine est loin d'être montée dans l'avion, où devraient se tenir donc des discussions. Michel Scott est sur place avec Thibault Bruck. La question, c'est de comprendre ensemble le niveau de tension à l'heure où les déclarations fortes du président américain se sont multipliées. Je m'attends à bombarder, a dit le président américain. Tout est fait ici pour accueillir à nouveau en grande pompe Américains et Iraniens, mais jusqu'au bout, l'incertitude plane. La délégation de Téhéran fait même mine de ne pas venir du tout à Islamabad. Quant au vice-président américain, son arrivée est annoncée pour aujourd'hui, mais il n'a toujours pas quitté Washington à 7 heures. 10 jours après un premier échec, ce face-à-face, s'il a lieu, saura-t-il jeter les bases d'un accord? Rien n'est moins sûr. Sur le nucléaire, c'est compliqué. Les Iraniens reprochent d'abord à l'administration Trump le caractère, je cite, maximaliste de ses exigences, mais le fait en plus d'imposer un blocus à leur trafic maritime comme moyen de pression pour les contraindre a complètement braqué ces mêmes Iraniens. J.D. Vance saura-t-il obtenir leur soumission? La médiation pakistanaise, en tout cas, estime que si les deux camps se parlent et que le cessez-le-feu est prolongé, ce sera déjà un succès. Merci beaucoup. Merci Michel Scott avec Thibault Bruck depuis Islamabad. Alors, les deux camps ne se parlent pas, en tout cas pas officiellement, pas autour d'une table, mais ils continuent de se menacer. Parce que de son côté, l'Iran, je le disais, se dit prêt à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille. Oui, le principal négociateur qui est là, M. Ghalibaf, l'assure. Il dit à Trump qu'avant les négociations, Téhéran a passé 2 semaines, les 2 dernières semaines passées, à préparer de nouvelles cartes sur le champ de bataille. Alors voilà la question. Quelle carte et quelle frappe envisager? Et c'est à nouveau le général Trinquant qui va officier. Général, on en parlait dès hier dans cette émission. L'Iran prévoit, en tout cas fait savoir qu'il prévoit de couper toutes les voies d'exportation du pétrole du Moyen-Orient. Je remontre les cibles qui ont été évoquées notamment par les médias officiels. L'oléoduc de Yanbu en Arabie Saoudite, utilisé pour contourner le détroit d'Ormuz. Nous avons l'installation également de Fujairah qui est aux Émirats arabes. Merci beaucoup, Général, de m'accompagner dans cet exercice. Utilisé pour contourner également le détroit d'Ormuz et fermeture complète du détroit de Bab el-Mandeb qui est juste ici. Général Trinquant, ça peut se faire effectivement et rapidement. Tasnim, le média iranien en question, parle d'une frappe coordonnée. C'est facile à exécuter, c'est crédible? Alors le premier point, il faut rappeler la stratégie iranienne. La stratégie iranienne, elle est dans un combat asymétrique, du faible au fort. Et donc ce qu'elle cherche à installer, c'est le chaos, pour que le chaos fasse pression sur le fort, sur les États-Unis. Et donc pour installer le chaos, c'est ce qu'il a fait dès le départ, en frappant tous les États du Golfe, en menaçant jusqu'à Chypre ou la Turquie, et donc à élargir de façon à ce que tout le monde dise à M. Trump « arrêtez cette guerre ». Bon. Dans l'établissement de ce chaos, c'est bien sûr la pression économique qui a le plus de poids. Et donc les cibles que vous avez nommées, ce sont celles-là. Aujourd'hui, ils contrôlent le détroit d'Ormuz, donc l'exportation et l'importation, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les pays du Golfe ont besoin de ces importations, ne fonctionnent pas. Et les pays du Golfe ont trouvé des échappatoires, des dérivés, qui sont le port de Fujairah, que vous voyez qui est de l'autre côté, donc il empêche, vous n'êtes pas obligé de passer par le détroit d'Ormuz. Et Fujairah, c'est un État des Émirats arabes unis qui est situé entre 2 parties d'Oman et qui a été créé pour ça, qui a des capacités de stockage pétrolière importantes. Et ensuite, on achemine par la voie ferrée ou par la route en direction du Golfe. Donc c'est une possibilité de ne pas passer par le détroit d'Ormuz. Ça a déjà été frappé dès le début de la guerre par les Iraniens qui ont dit « on sait que vous avez ça et vous l'avez frappé ». Donc ça compléterait le blocage du détroit d'Ormuz. L'autre passage, c'est l'oléoduc qui va vers Yanbu. Pourquoi? Parce que l'essentiel du pétrole qui sort du Golfe ne vient pas vers l'Europe. Il vient vers l'Asie. Or,
Pour aller vers l'Asie, quand vous êtes arrivé à Yanbu, vous passez par Bab el-Mandeb. D'accord. Et si les Houthis tiennent Bab el-Mandeb, ou du moins peuvent tirer à partir de là, à ce moment-là, on ne passe pas. Une île intéressante qu'on ne voit pas bien parce qu'elle est toute petite, c'est l'île de Manioun, qui est juste dans le détroit et qui est occupée par l'Arabie Saoudite. Alors ça n'appartient pas à l'Arabie Saoudite, mais ce sont les forces d'Arabie Saoudite qui sont. Et donc l'Arabie Saoudite a prévu qu'il pouvait y avoir un problème dans ce point-là et a donc prépositionné les forces. Il faut reconnaître que les Houthis ont été quand même assez discrets pour l'instant. Ils ont envoyé 2-3 drones en direction d'Israël, mais c'est tout. Alors ça, ce sont les pistes qui avaient été mises sur la table par les médias iraniens, testées, j'ai envie de dire même, par les médias iraniens ces dernières heures. Mais est-ce que selon vous, il y a d'autres cartes, d'autres frappes iraniennes qui pourraient être envisagées? Alors dans la guerre asymétrique, ce que l'Iran a toujours fait, c'est le terrorisme. C'est-à-dire d'aller frapper au-delà de ces circuits économiques qui sont là, mais de frapper nos opinions occidentales, globalement, par des attaques terroristes. Elle l'a fait depuis le début, elle pourrait continuer à le faire. Merci infiniment, Général Trinquant, c'était parfait. Merci vraiment à vous. Gérard Longuet, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous comprenez quand les Iraniens mettent sur la table de nouvelles cartes sur lesquelles ils auraient travaillé pendant les 15 jours de cessez-le-feu? Je crois qu'ils bluffent parce qu'en fait, les partenaires d'Islamabad de la négociation, partenaires sunnites pour les Turcs, sunnites et chiites pour les Pakistanais, l'Arabie saoudite entièrement sunnite, font pression sur l'Iran et au nom des Émirats, d'Oman, du Qatar, parce que c'est leur intérêt objectif pour la prospérité du secteur. Alors, au fond, quel est le prix que l'Iran est prêt à payer pour renoncer à ces 440 kg d'uranium enrichi? C'est le nœud du problème. L'engagement dans le temps, 5 ans avant de faire quelque chose, 20 ans avant de faire quelque chose, c'est assez relatif. La réalité de ces 440 kg serait un immense succès pour les États-Unis en termes de sécurité pour Israël et d'une certaine façon pour désamorcer ce qui est le ressort du conflit actuel, c'est-à-dire la crainte d'Israël de voir l'Iran en effet se servir de la bombe pour exercer cette menace. Mais Israël n'est pas seul dans cette affaire, parce que paradoxalement, les pays musulmans sunnites plus réservés que l'Iran sont catastrophés d'être obligés de rendre compte, peut-être dans quelques années, à un pays chiite qui disposerait d'une bombe et des moyens de la transporter. Alors vous me direz, c'est déjà le cas du Pakistan, mais le Pakistan est, compte tenu de sa situation avec l'Inde, a vraiment d'autres soucis que de s'engager sur le terrain du Golfe Persique. Et donc, les trois grands pays que sont le Pakistan, la Turquie et l'Arabie Saoudite feront pression pour que, en effet, les cartes dont pourrait disposer l'Iran, c'est-à-dire déstabiliser plus encore les monarchies pétrolières du Golfe, soient utilisées. Je crois à une sorte d'autodiscipline du milieu, mais je me trompe peut-être complètement, mais on a des pays qui ont des habitants, qui ont des projets d'avenir, qui ont des moyens financiers pour les conduire et qui n'ont pas envie d'être dominés par les excès iraniens. Oui, c'est-à-dire que l'Iran a été une puissance régionale naturelle, mais finalement les Saoudiens sont très contents de le voir rester complètement finalement à l'état du Moyen-Âge. Quelque part, ils ne veulent pas aller voir reprendre leur pouvoir de puissance régionale, et ce qui appauvrirait la puissance régionale des Saoudiens. Donc il est vrai. Et puis en plus ces oléoducs, c'est vrai que s'ils les bombardent, d'abord c'est très très loin d'arriver à bombarder cet oléoduc, et deuxièmement, c'est quand même un tuyau, c'est un gros tuyau, le duc, ça peut être reconstruit quand même assez facilement. C'est pas non plus, ils vont pas bombarder massivement cet oléoduc. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est finalement, c'est une menace, mais c'est une menace quand même assez mesurée quelque part. Elles sont pas dangereuses, ça va pas être la survie de l'Arabie Saoudite ou de l'Émirat, le pays de l'Émirat qui a le comptoir là.
Dans un instant, vous avez vu, regardez cette petite image s'afficher en haut de votre écran, puisqu'on attend le Premier ministre Sébastien Lecornu qui, dans ce contexte que nous vous expliquons chaque heure sur LCI, de guerre au Moyen-Orient, va faire des annonces pour accompagner les Français, notamment sur les prix du carburant. Donc bien sûr, c'est à suivre avec nous sur LCI en direct. On garde un œil sur ce perron de Matignon. Je vous en prie, allez-y. Les surprises promises par les Iraniens, oui. Sur les surprises, il y a aussi des choses qu'ils essayent actuellement de faire. Il y a quelques semaines, et les Israéliens l'ont annoncé hier, le Mossad et le Shin Bet en l'occurrence, ils ont déjoué avec les autorités azerbaïdjanaises une tentative de sabotage d'un oléoduc qui passe par Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie et qui approvisionne Israël. C'est un oléoduc très important pour Israël. Les Iraniens, les gardiens de la révolution, ont essayé de le saboter. Ils avaient d'autres cibles aussi en Azerbaïdjan. Donc c'est toute une cellule qui a été démantelée. Les autres cibles en Azerbaïdjan, c'était cibles juives, synagogues. Il y avait également l'ambassade israélienne. Donc ça fait partie aussi... Il ne faut pas l'oublier, des actions qu'essayent de mener les gardiens de la Révolution. Je vous rappelle qu'à Paris, il y a eu un explosif posé devant la Bank of America il n'y a vraiment pas longtemps. Les autorités françaises l'ont lié au régime iranien. Il y a eu des arrestations à Londres, il y a eu des arrestations en Belgique, il y a eu des opérations qui ont été déjouées à Oslo. Donc ça fait aussi partie, pour l'instant, ces opérations sont entravées, mais ça fait partie de l'effort qu'essayent en ce moment de faire les gardiens de la Révolution au cours de leurs actions clandestines, qui est vraiment une part importante de l'action des gardiens historiquement. Et Sébastien Habis, effectivement, je voudrais qu'on voit la carte des oléoducs dans la région Moyen-Orient. C'est vraiment la musique qui monte, en tout cas que la propagande iranienne fait monter ces dernières heures. C'est la piste, le risque maximal le plus crédible à ce stade, selon vous, du côté de l'Iran. Comme disait Gwendoline, c'est-à-dire que sur la négociation, les Iraniens vont pas céder sur le nucléaire. C'est leur meilleure monnaie de négociation et d'être à la place où ils sont aujourd'hui. Ils ont deux cartes géographiques sur ce conflit. Hormuz d'un côté, on en parle beaucoup, et puis bien sûr l'énergétique. Et sur l'énergétique, c'est pas la seule puissance mondiale, mais simplement la taille du Golfe Persique sur les réserves gazières et pétrolières font que tous ces hydrocarbures qui font l'économie mondiale, on peut aimer ou critiquer parce que faut remettre tout ça dans l'équation de nos transitions climatico-énergétiques qu'on fait pas, je rappelle. On n'est pas content de l'augmentation du prix de l'essence, mais c'est quand même la meilleure nouvelle pour faire des transitions climatico-énergétiques. Donc j'espère que le Premier ministre sera cohérent sur son discours. Par contre, l'Iran, c'est que frapper l'énergétique, c'est parler au monde entier. Et donc on va jouer sur cette nervosité sur les marchés énergétiques, la logistique maritime, parce que pétrole et gaz, ça prend pas l'avion, ça prend la mer. Et on a évidemment, pour l'Arabie Saoudite, une façade en mer Rouge qui est un peu différente. Donc moi, je pense qu'il y a 3 points de surveillance aujourd'hui, supplémentaires. Un, évidemment... Vous faites beaucoup les exposer en 3 points. Alors moi, 3 points très simples. C'est Bab el-Mandeb, qui n'est pas fermé, mais dont on sait depuis 2 ans qu'il est quand même extrêmement vulnérable et chahuté parce qu'il y a cette milice houthi. Donc est-ce qu'elle va se réveiller ? Est-ce que l'Iran va vouloir la réveiller ? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par le sud de l'Afrique pour faire le trafic Asie-Europe. On peut encore passer par le canal de Suez. Hormuz est fermé, mais Suez n'est pas fermé. Deuxième variable de surveillance, tout ce qui est cyberattaque, dont on n'a pas assez vu peut-être encore les capacités iraniennes, mais c'est comme la Russie, c'est-à-dire que sur la désinformation et les cyberattaques, c'est des pays qui ont des capacités non négligeables, donc à surveiller sur ce terrain de jeu-là, en complément de ce qui a été dit précédemment, évidemment. Et puis troisième point, beaucoup plus local, dont on a souvent parlé comme risque, c'est les usines de dessalement dans le Golfe Persique, puisque si l'Iran s'amuse à taper une usine de dessalement, vous privez d'eau potable la population locale, et là vous terrorisez le quotidien des gens, non pas sur l'énergie, mais sur le premier aliment qu'on consomme sur la planète, cette eau potable, qui fait cruellement défaut dans l'ensemble des monarchies du Golfe. C'est-à-dire que s'il y a une usine de dessalement cassée, d'abord elle ne va pas se reconstruire facilement, et deux, vous avez une casse sociale immédiate, et ça l'Iran n'a pas encore franchi ce pas. Il y a eu des drones interceptés, mais ce serait vraiment aller beaucoup plus loin dans le conflit local entre les monarchies du Golfe et l'Iran. Ce serait vraiment la plus terrible des guerres dans la guerre, effectivement. La guerre de l'eau, on en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Général Trinquant, si d'aventure les Iraniens voulaient frapper les oléoducs et le pétrole, les exportations dans l'ensemble de la région, je vous posais la question un peu plus tôt, mais j'insiste, c'est facile
Est-ce que c'est facile à réaliser? On parle par exemple d'un oléoduc, je ne sais pas si on peut voir la carte s'il vous plaît, vraiment extrêmement long, mais on ne peut pas sécuriser 1200 km d'oléoduc. On ne peut pas non plus détruire 200 km en une seule. Non, mais en tout cas frapper une fois, fortement endommager un temps. Est-ce que si les Iraniens décident dans les prochaines heures de passer à cette action-là, ils pourraient le faire facilement? Mais c'est surtout les extrémités, c'est au départ et à l'arrivée. Il y a les systèmes pour pomper, pour mettre, etc., qui sont très sensibles. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être réparé dans les 8 jours ou les 15 jours. Mais ponctuellement, vous avez quand même perturbé considérablement le système. Et de même que le point qui était très intéressant qu'a souligné Gwendoline sur la production de pétrole iranienne, s'ils n'arrivent pas à le sortir, ils vont avoir un problème parce que le pétrole sort. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Là, ça va être l'inverse. Il y a déjà des systèmes qui ont été très endommagés, qui vont mettre du temps à se mettre en route. Et c'est pour ça que l'histoire du prix de l'essence, ça va pas se régler en 8 jours. Hein. Ça va être quelque chose qui va durer. Non seulement parce que la guerre sera toujours présente, mais parce qu'il y aura la reconstruction après la guerre. Alors c'est le moment où je lève le doigt pour dire que nous retournons en direction de Téhéran pour retrouver Siavash Ghazi, correspondant RFI et France 24 depuis Téhéran. Les déclarations fortes de Trump se sont multipliées alors qu'on se pose la question de savoir si dans les 48 prochaines heures c'est la paix ou les bombes. Il a dit nous sommes surarmés, chargés de munitions. Il a dit je m'attends à bombarder. Du côté de l'Iran, Siavash Ghazi, à quel point est-on sur le qui-vive? Le président du Parlement iranien qui avait dirigé la délégation iranienne aux négociations d'Islamabad a prévenu que l'Iran était prêt à une nouvelle guerre, avait prévu depuis 2 semaines les plans pour une nouvelle guerre avec les États-Unis. Nous ne faisons pas confiance aux Américains, a déclaré de son côté le ministre iranien des Affaires étrangères, mais aussi son porte-parole. Si les États-Unis n'acceptent pas les conditions iraniennes, c'est-à-dire la levée du blocus contre les ports iraniens, il n'y aura pas d'envoi d'une délégation iranienne à Islamabad pour de nouvelles négociations. Ce qu'on sent aussi, c'est que les deux parties font monter la pression, côté iranien, mais aussi côté américain également. Ce qu'on sait, c'est que la délégation américaine est sur le départ, ou en tout cas a déjà quitté les États-Unis pour se rendre à Islamabad. Cela va prendre une dizaine d'heures avant que la délégation américaine arrive à Islamabad. Pour Téhéran, le trajet est beaucoup plus court puisque le Pakistan est donc frontalier avec l'Iran et donc ça sera un voyage d'une heure et demie. Pour l'instant, l'Iran exige que les Américains se lèvent ou suspendent en tout cas le blocus contre les ports iraniens avant d'accepter d'envoyer une délégation à Islamabad. Ce qu'on sent ici, c'est que les deux parties font monter la pression avant une nouvelle rencontre. Mais bon, en situation de guerre, tout peut arriver. Les différents scénarios sont possibles. L'Iran, en tout cas, se dit prêt à un nouvel engagement militaire avec les États-Unis, puisque Téhéran se sent en position de force et va non seulement continuer à fermer le détroit d'Ormuz, mais aussi interviendra directement ou par l'intermédiaire de ses alliés Houthis au Yémen pour fermer cette fois-ci dès le départ le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui aura des conséquences importantes sur l'économie mondiale, mais aussi le prix du pétrole et le prix de l'essence dans les pays occidentaux. Merci beaucoup Siavash Ghazi depuis Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Gérard Longuet a mis parcours de cette émission un petit point bilan quand même, petit point d'étape, quand on se demande depuis 45 minutes si dans 48 heures c'est la paix ou les bombes. Est-ce que selon vous, on s'oriente vers l'un ou l'autre plus précisément, ou y a-t-il même une troisième voie après tout? Troisième voie, je ne l'imagine pas tellement à cet instant. La probabilité que les négociations reprennent, c'est plus un souhait qu'un raisonnement, est de mon point de vue la plus forte. Parce que la pression de tout ce monde arabo-musulman pour une part sur ce secteur est très forte. Et les États-Unis ont des intérêts économiques de long terme avec cette partie du monde. Ils chercheront... Je ne vois pas ce qu'ils ont à gagner
à poursuivre une guerre dans la mesure où ils ne parviennent pas à assurer à leurs alliés une protection comme ces alliés l'attendaient d'eux. Et donc, Trump est plutôt dans cette affaire perdant vis-à-vis de ses alliés historiques. Vis-à-vis de l'Arabie saoudite, d'Israël, seule la question nucléaire est au cœur du débat. Et là, manifestement, il n'y a pas de réponse. La transition est vraiment parfaite. Merci beaucoup. Parce je fais tout ça pour vous aider. Merci beaucoup. Quel travail d'équipe. Le nucléaire est au cœur, clairement, des préoccupations et le sera plus encore quand tout le monde sera autour de la table, si ça se confirme, à Islamabad dans quelques heures. Nouveau rétropédalage pour Trump. Vendredi dernier, je vous le rappelle, c'était presque chose faite. L'uranium iranien serait rapporté sous peu aux États-Unis, à en croire le président américain. Et puis hier soir, le changement de ton, il sera long et difficile, dit-il, d'exhumer l'uranium iranien. Voilà ce qu'a dit le locataire de la Maison-Blanche. On attend vraiment de ce programme nucléaire iranien. Ce que l'on sait, ce que l'on ignore, c'est avec vous, Gwendoline de Bono. Gwendoline, tout d'abord, donc ma première question, que sait-on de l'état du programme nucléaire iranien? Où sont, pour être clair, les 440 kilos d'uranium enrichi? Alors, on parle d'abord des 440 kilos d'uranium qui est enrichi à 60%. C'est très important parce qu'il y a beaucoup plus d'uranium enrichi, entre 5 et 20% en Iran. Donc là, on va parler des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Alors, les Iraniens continuent à dire qu'ils se trouvent sur le site de Fordo, qui avait été bombardé par les Américains en juin dernier. Mais la IEA sait que ce n'est pas le cas. Puisque l'uranium enrichi à 60% a été déplacé. Alors ça, c'était une photo du site nucléaire de Fordo qui avait été bombardé par les Américains. C'était avant le bombardement américain. Et on se souvient, il y avait ces camions là qu'on voit ici qui pourraient avoir transporté de l'uranium enrichi. On ne sait pas à combien de pourcents pour ces camions. Comment peut-on faire pour aller le chercher? Une fois localisé, comment ça se passe? Alors ça, c'est assez intéressant aussi de le voir. C'était une photo satellitaire en fait qu'avait trouvé le journal Le Monde et qui avait réalisé toute une enquête. Et c'est très intéressant de la regarder. C'est là où l'AIEA pense aujourd'hui qu'il y a plus de la moitié du stock d'uranium hautement enrichi à 60%. Il y a cette photo satellite où on voit justement, ça c'est avant l'opération de juin, ce camion avec des cylindres bleus qui arrive en fait dans le complexe souterrain d'Ispahan. Il n'est pas en train d'en partir, il est en train d'y arriver. Et l'enquête très fouillée du journal Le Monde, tous les experts du programme nucléaire disent que c'est très probable qu'il s'agisse d'une partie de l'uranium enrichi. Et du coup, comment on récupère cet uranium? En fait, il n'y a que deux options. Soit dans le cadre d'un accord, soit en allant les chercher. Et là, c'est assez compliqué parce que il faut récupérer l'uranium qui est stocké dans des cylindres, évidemment, pour protéger de la radioactivité. Et puis, ce serait évidemment à des unités d'élite d'aller les chercher. Il y en a plusieurs aux États-Unis qui ont l'expérience, puisque en 1994, notamment, ils avaient retiré 600 kilos d'uranium enrichi au Kazakhstan. Et 4 ans plus tard, en 1998, les Américains et les Britanniques avaient extrait 5 kilos de Géorgie. Merci beaucoup, Gwendoline de Bono. Restez avec moi parce que je voudrais montrer une autre image à nos téléspectateurs. Quand on se demande quelle est la réalité du nucléaire iranien, il y a cette histoire de la montagne secrète, la montagne de Pioche. Regardez ces images satellites, c'est très important parce que se pose aussi la question de cette montagne, un site que les frappes aériennes ne pourraient pas atteindre en réalité et qui pourrait permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Que sait-on de ce site ? Pas grand-chose, justement, parce qu'il a été tenu secret pendant des années. Ce n'est qu'en 2025, je parle sous votre contrôle, que l'AIEA en a pris connaissance. Connaissance, mais ne l'a jamais visité. Donc les Iraniens, en fait, disent que c'est un site d'enrichissement, mais c'est du déclaratif. Personne n'a jamais pu vérifier ce qui se passe dans la montagne de la Pioche. Et ça pose un vrai souci, parce que même si les Iraniens rendaient l'uranium enrichi à 60%, ils pourraient, dans l'absolu, enrichir à niveau militaire, donc 90%, l'uranium enrichi pour l'instant à 20%, entre 5 et 20% qui leur reste. Merci beaucoup, Gwendoline de Bono. Alors, comment expliquer ce revirement de Donald Trump? C'est qu'il était obligé de reconnaître la vérité des faits à quelques heures des retrouvailles à Islamabad. Il n'avait d'autre choix que de reconnaître, comme l'avait dit d'ailleurs Monsieur Grossi sur ce plateau, à votre place, Gwendoline de Bono, dès le mois de novembre-octobre 2025, que bien sûr une partie était très certainement enfouie. Allez, pardon, Gwendoline lève le doigt. Non, allez-y. Attention, Donald Trump, quand il dit nuclear dust, la poussière nucléaire va être très compliquée à récupérer, il ne parle pas
de l'uranium enrichi à 60%. Bien sûr. Il parle de l'uranium qui est enrichi entre 5 et 20%. C'est juste. Mais le changement de ton entre vendredi et hier, sur la capacité ou non à aller au bout des choses pour les Américains. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître qu'il a réussi ni les balistiques, ni les proxys, ni les 440 kilos d'uranium enrichi à 235. Donc il faut quand même qu'il admette quelque chose. Et puis surtout, il dit ça, puis il va peut-être dire le contraire dans une heure. On est vraiment dans une rodomontade en général qui n'est pas très sérieuse. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Je ne crois pas qu'il faut vraiment s'arrêter là-dessus. Il faut s'arrêter sur l'idée qu'on aura beaucoup de mal, effectivement, parce que les Iraniens sont arc-boutés dessus, mais qu'en même temps, ils sont quand même complètement bloqués économiquement et qu'ils vont finir par avoir besoin de laisser quelque chose. Et finalement, comme ils ont la technologie, ils peuvent toujours recommencer à réenrichir. Donc franchement, que ce soit 60%, ils sont quand même très loin d'avoir la bombe, 60%. Ils ne sont pas très loin, non, 60%, 90%, c'est quelques semaines.